Je vais corriger l'activité préliminaire du chapitre 15 sur les transferts d'énergie à l'échelle microscopique. Alors premièrement, une notation, je ne vais pas utiliser la lettre grecque mu pour déterminer la fréquence d'une onde électromagnétique. Pour éviter de la confondre avec la vitesse v, on va utiliser f pour la fréquence, même pour une onde électromagnétique, et puis on va garder la vitesse v. Alors, ici, on commence avec la thèse de Louis de Broglie, qu'on vous présente, dont on vous présente quelques extraits dans cette activité. Thèse soutenue en 1924, où Louis de Broglie propose la nature ondulatoire de l'électron. En gros, il dit, les électrons, on va oublier, ce sont pas des petites billes, on va les décrire comme des ondes. On va dire, les électrons sont des ondes. Ok, allons-y, lançons-nous. Alors, il s'appuie sur les travaux d'Einstein et de Planck, en fait, sur d'autres qui ont lancé les débuts de la théorie quantique, notamment sur cette expression où Einstein relie la masse, donc la matière, à l'énergie. Oui, il pose une équivalence entre la matière et l'énergie, la masse et l'énergie, avec sa célèbre formule E égale mc2. Et Louis de Broglie va plus loin en proposant l'impossibilité d'envisager une quantité d'énergie isolée sans y associer une fréquence. Donc maintenant, il dit, dès qu'il y a une certaine quantité d'énergie isolée, on va y associer une fréquence. Bah ouais, mais sauf qu'Einstein a dit, la matière, c'est de l'énergie. Donc une particule comme un électron, bah, c'est une certaine quantité d'énergie isolée. Donc Louis de Broglie, dans sa proposition, va y associer une fréquence. C'est-à-dire cette petite bille qui était un électron, bah, c'est plus une bille, on va dire que c'est une onde. Puis on va la traiter comme telle. Alors, en appliquant la formule de Planck, en fait, qui dit qu'à une certaine quantité d'énergie, alors Planck l'avait fait pour la lumière, pour les échanges d'énergie avec la lumière, ce qu'Einstein appelait un photon, en fait un quantum d'énergie de lumière, l'énergie est égale à la constante de Planck pour la fréquence. Louis de Broglie dit ok, bah allons-y, hein, si la masse est associée à une énergie c'est la constante de Planck fois la fréquence, moi je vais dire c'est égal à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Et on va se lancer. Il fait directement une association entre masse, matière, et fréquence, donc onde. Ça, vous l'avez déjà fait en fait, associer matière et onde, masse et fréquence dans le phénomène de radioactivité. Prenons un exemple, le cobalt 60 qui par radioactivité des intégrations bêta- donne du nickel 60. Le nickel 60 se retrouve dans un état excité, le noyau de nickel 60 est dans un état excité, c'est-à-dire qu'il a un surplus d'énergie qu'il va devoir libérer. Alors ce surplus d'énergie voilà, qu'il libère, pour lui, ça va correspondre à une perte de masse. Perte de masse qui va être convertie en fait en rayonnement gamma, donc sous la forme d'un photon gamma, dont l'énergie va être la perte de masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, égale donc à l'énergie du photon émis, constante de Planck fois la fréquence du photon. Alors ça, ben, on le fait, c'est déjà fait pour la lumière, perte qui relie masse et énergie. Donc pour les photons, ça marche très bien. Depuis une vingtaine d'années, on fait ça, depuis 1905. Et Louis de Broglie, en 1924, propose, bah oui, mais regardez, pourquoi on ne le ferait pas avec l'électron? Y associer donc la formule qu'on a dit, son énergie, donc une fréquence, avec la masse. Bon, ben on se lance. Alors, bah, qui dit onde, dit fréquence, dit longueur d'onde, et donc à l'électron, mais aussi à toutes les particules microscopiques, tous les objets microscopiques, il va associer une longueur d'onde à leur masse et leur vitesse. Et donc la formule de Broglie qui est à connaître par cœur, longueur d'onde égale constante de Planck divisée par la masse fois la vitesse. Testons là. On démarre sur les questions. Vérifier par une analyse dimensionnelle l'homogénéité de la formule, donc constante de Planck fois fréquence égale masse fois vitesse de la lumière au carré. Alors, une analyse dimensionnelle, ça veut dire qu'on va regarder les unités, si les unités sont cohérentes. Donc là, on doit vérifier que les deux termes de l'égalité ont bien la dimension d'une énergie. Regardons les unités pour les termes de gauche. La constante de Planck est en joules seconde et la fréquence en hertz. Alors, ici, des hertz, vous savez qu'une fréquence, c'est l'inverse d'une période, donc l'inverse de seconde. On a donc des joules multipliés par des secondes, divisé par des secondes. On a bien une énergie en joules, ça marche très bien. Maintenant, pour la masse fois la vitesse au carré.
Une masse fois une vitesse au carré, vous savez, mc2 c'est une énergie, mais on a une autre formule où il y a une masse fois une vitesse au carré, qui est l'énergie cinétique. Et donc l'énergie cinétique, vous savez, masse fois vitesse au carré divisé par 2, vous savez que c'est une énergie en joule. Donc là on a bien une énergie qui est égale à une énergie, c'est rassurant. Question 2. Donc commenter cette phrase, elle vaut, donc la formule de Breuil, comme toutes les hypothèses, ce que valent les conséquences qu'on peut en déduire. Ça veut dire quoi? En fait, quand on crée une nouvelle théorie en physique ou un nouveau modèle, bah, au départ c'est une hypothèse, et donc cette hypothèse déjà doit expliquer ce qui n'était pas expliqué avant, notamment par exemple les atomes, les niveaux d'énergie dans un atome qui n'étaient pas expliqués avant de Breuil. Et puis ensuite, les conséquences de cette hypothèse, si on poursuit le raisonnement à partir de cette hypothèse, on trouve des déductions, des résultats qui doivent être prouvés par l'expérience. Donc en fait, des propositions d'expérience qui vont venir vérifier ou non si l'hypothèse est bonne. Donc si c'est vérifié, on la garde, cette hypothèse devient une théorie solide. Si c'est pas vérifié, on ne garde pas. Donc deux volets, expliquer des choses qui n'étaient pas expliquées, et prédire de nouveaux résultats, donc prévoir de nouvelles expériences qui vont pouvoir vérifier si cette hypothèse est valable. Alors maintenant, appliquons la formule de De Broglie à un photon. La formule de De Broglie, longueur d'onde égale constante de Planck divisée par la masse fois la vitesse. Alors, un photon, ça y associe une longueur d'onde, puis associer une vitesse, la vitesse de la lumière. Donc on peut calculer la masse d'un photon. Sauf que un photon n'a pas de masse. Cette formule ne marche pas pour les photons. En fait, cette formule, longueur d'onde égale constante de Planck divisée par masse fois vitesse, ne marche que pour les particules qui ont une masse non relativiste, donc qui vont à des vitesses petites par rapport à la vitesse de la lumière. Donc ça ne marche pas avec un photon. Par contre, ce qui marche, c'est celle-là. On va changer de formule. Il y a une formule plus générale que propose aussi De Broglie. C'est la quantité de mouvement est égale à la constante de Planck divisée par la longueur d'onde. Longueur d'onde égale constante de Planck sur quantité de mouvement. Et donc là, si on remplace mv, qui est la quantité de mouvement, vraiment là par la quantité de mouvement de manière plus générale, ça veut dire qu'un photon a une quantité de mouvement. Ça c'est vrai. Et il y a deux applications. La première, c'est le refroidissement laser. En fait, si vous prenez des atomes et que vous leur envoyez des faisceaux laser de chaque côté, un à droite, un à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, vous allez réussir à les confiner, puis en même temps à les refroidir parce que vous allez les ralentir. Et ralentir des atomes, c'est les refroidir. Alors comment ça marche? Vous choisissez la longueur d'onde pour les faisceaux laser, pour les photons qui va bien, de manière à ce qu'ils puissent être absorbés par des atomes qui vont venir à leur rencontre. On utilise ici un peu l'effet Doppler. Vous voyez un petit décalage, et seuls les atomes qui vont à la rencontre des photons vont les absorber. Alors ici, hop, un atome qui rencontre un photon va l'absorber, et vous allez avoir un effet de recul. Donc l'atome va absorber aussi la quantité de mouvement du photon, et donc en absorbant ce photon, il y a un effet de recul. Pareil à l'émission du photon, l'atome va réémettre ce photon, et puis quand il le réémet, il y a un effet de recul. Donc s'il le réémet dans la même direction mais en sens inverse, l'atome par effet de recul va encore ralentir. Donc ça, c'est utilisé déjà. Il y a des techniques de refroidissement laser pour avoir des atomes très froids et confinés au passage. Un autre projet en exploration astronomique, ça c'est dans les cartons, c'est pas encore fait, mais c'est en projet, des voiles solaires par exemple, donc des voiles qui vont utiliser la lumière du soleil, donc les photons qui vont venir être réfléchis sur la voile, et les photons vont ici déposer leur quantité de mouvement. Donc la voile va utiliser la quantité de mouvement de la lumière, donc des photons, pour avancer. Il y a un autre projet qui prévoit d'aller explorer le système de Proxima du Centaure, et puis Proxima B qui tourne autour. Et donc d'explorer, d'y aller, sauf que d'y aller avec les sondes actuelles, ça prendrait des milliers d'années. Mais il y a une sonde qui prévoit d'y aller en 40 ans, en braquant un énorme faisceau laser sur des voiles de ce genre. Il prévoit, donc en utilisant la quantité de mouvement des photons qui vont venir être réfléchis sur une voile, atteindre un dixième de la vitesse de la lumière. Donc ça marche très bien. Donc cette formule est très générale et marche pour toutes les particules. Question 5. Le caractère ondulatoire de la matière est-il observable pour un objet macroscopique? J'en ai déjà parlé et j'y reviens un petit peu. Un atome
est très bien décrit si on dit que les électrons sont des ondes. Ça ne marche pas, un atome ne peut pas exister si on dit que les électrons sont des petites billes qui tournent autour, ça ne marche pas en fait, des petites billes chargées qui tournent autour d'un noyau positif, en fait, les petites billes, elles s'effondreraient sur le noyau. Un atome ne pourrait pas exister si les électrons étaient des petites billes qui tournaient autour. Par contre, si on dit que c'est une onde de matière, alors on va voir ce que c'est que ça, mais si on dit que c'est une onde de matière, qu'on décrit les électrons comme des ondes, ben là on explique très bien en fait l'existence d'un atome, les niveaux d'énergie aussi, et les transitions électroniques, l'émission, l'absorption de lumière, de photons par un atome, tout ça, ça marche très bien. Donc à l'échelle microscopique. Par contre, bah, si je veux décrire le mouvement d'une balle de golf, je vais pas la décrire comme une onde. Je veux dire que c'est une bille qui a une vitesse bien donnée, une position donnée, et je vais la décrire très très bien sans parler d'onde. Donc là, à l'échelle macroscopique, je vais me passer de cette description ondulatoire de la matière. Donc ici, il y a une manifestation des ondes de matière, donc du caractère ondulatoire de la matière à l'échelle microscopique, qu'on n'a pas du tout à l'échelle macroscopique. Voilà, c'est vraiment une description du monde microscopique ici qu'on va faire. Et on finit ici, donc j'en ai déjà parlé en introduction, sur est-ce que Louis de Broglie est le découvreur des ondes de matière. Moi, je parlerais plutôt d'inventeur des ondes de matière, c'est-à-dire qu'il a proposé un modèle qui marche très très bien, à savoir décrire les particules, en tout cas le monde microscopique avec des ondes, plutôt qu'en disant que ce sont des petites billes qui se promènent, que ce sont des ondes qui se propagent. Ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, l'autre modèle ne fonctionnait pas. Donc on a un modèle. Alors, voilà, il a inventé un nouveau modèle. Alors, est-ce que les ondes de matière existent pour de vrai? Est-ce que les particules sont des ondes? Je vous invite à regarder la vidéo d'y penser que je vous ai mis là-dessus. Il explique ça très bien. C'est un petit peu plus long, mais il fait ça très bien là-dessus. La première partie de cette activité est finie. Je vous invite à regarder la vidéo pour la deuxième partie, puis d'abord faire l'activité.